Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir. Grand est mon plaisir de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette autre production de votre émission Entre copines sur Spectrum Télévision. Alors qu'on célébrait il y a quelques jours la fête des pères, Entre copines a décidé aujourd'hui de leur rendre hommage. Si le rôle du père est perçu et limité à celui de pourvoyeur, il faut reconnaître que beaucoup parmi eux participent activement à l'éducation et à l'épanouissement de leurs enfants. Avec mes invités ce soir, nous allons parler du rôle et de l'impact de la présence d'un père dans la vie de ses enfants. Merci de rester avec nous. Hommage au papa, c'est le thème de notre émission de ce soir. Pour en parler, nous avons deux dames qui ont accepté de nous accompagner. À ma gauche, on a Madame Ewane Corinne. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à STV. Merci. C'est la première fois à la télé? Oui, c'est la première fois. Alors, comment vous sentez? Je me sens détendue. C'était pas facile, mais avec l'apport, l'accueil de la chaîne, je me sens voilà, comme chez moi. Très bien. Alors, vous êtes communicatrice d'entreprise, vous me l'avez dit? Oui. À quoi ça consiste votre métier? Ça consiste en fait à travailler avec les marketeurs, à prendre les outils de marché et à faire en sorte que les populations soient séduites par les produits qui seront mis sur pied. Donc la communication d'entreprise a pour rôle de faire aimer un produit à travers certaines études qui se font en entreprise avant la création d'un dit produit. Très bien. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez été élevé par votre père. Enfin, votre père a une forte présence et un fort impact dans votre vie, c'est bien cela? Oui, madame. Alors, Hermine, on va se contenter de Hermine ici. D'accord. Alors, on va revenir dessus. Alors, à ma droite, j'ai Madame Étonne Catherine, que je ne présente plus. Bonsoir, Catherine. Bonsoir, Hermine. Comment vas-tu? Très bien, merci. Alors, je suis obligée de le dire, il n'y a pas longtemps, tu as perdu ton grand frère. Oui. Et je sais que c'est toujours un moment qui est difficile. Et j'en profite pour te présenter mes condoléances encore. Merci. Et de dire qu'après ça, la vie continue, on est obligé de passer par là. Oui. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus parce que c'était un événement très douloureux, très triste. Déjà, avant son décès, c'était difficile avec notre maman qui est âgée. Mais bon, ça va vraiment mieux. Ça va beaucoup mieux. Et puis voilà, après j'ai repris le travail, j'ai repris la télé, j'ai repris les consultations. Beaucoup de gens ont eu peur pour moi parce que ceux qui ont assisté à l'enterrement, ils ont eu peur. Mais je voudrais encore assurer tout le monde que ça va. On a eu peur que la consolatrice... Oui. Alors, vous êtes travailleuse sociale, on va le rappeler, travailleuse sociale, spécialiste de la santé mentale. Alors, comment vont les gens aujourd'hui dans cet environnement? Comment va le mental des gens, des populations dans cet environnement qu'on connaît tous? Oui, il y a beaucoup de problèmes. Vraiment, il y a beaucoup de problèmes et beaucoup de gens, beaucoup de familles, des gens traversent des moments extrêmement difficiles. C'est-à-dire quand on observe les gens dans leur voiture, dans leur entreprise, en route, dans les courses, on ne peut pas savoir ce qui trimballe. Mais chaque fois qu'on se retrouve en consultation, c'est là où on se rend compte que les douleurs des humains sont très profondes, très profondes. Alors, on aurait dû avoir un père sur ce plateau, un père qui a élevé son fils, pratiquement seul, mais il y a eu un empêchement de dernière minute. On va faire avec. Alors, Corinne, est-ce que tu peux nous raconter l'environnement dans lequel tu as vécu, le modèle de famille qui était le tien? Oui. En fait, j'ai vécu dans un modèle de famille normal, mais avec un père et une mère, mais avec un vaste apport affectif paternel, oui. Donc. Ok. Alors, votre père était présent. Racontez-nous un peu votre enfance. Comment on arrive à ce que c'est le père qui soit plus présent, je veux dire, physiquement et émotionnellement, comme tu le dis? Bon, en fait, mon père était plus présent dans le sens où, entre ma mère et lui, c'est lui qui avait plus de temps. Donc, quand ma mère faisait dans
l'infirmerie, donc elle était infirmière, et lui, il était hôtelier, donc il avait plus de temps à manager ses journées qu'elle. Donc, il était présent dans le sens où, lorsque ma mère partait peut-être en garde de nuit, c'est lui qui s'occupait de nous. Et des fois, il prenait les pauses dans ses jours de travail pour venir s'occuper de nous, nous longer, préparer, s'occuper aussi de ma mère parce qu'il fallait qu'elle prenne du repos, voilà, qu'elle se ressource pour aller travailler la nuit. Et c'est ce qui nous rendait émus, quoi. On était aussi contents de grandir dans ce cocon-là. Il y avait beaucoup d'affectifs, en fait. Il était présent, que ce soit dans les études, parce que j'ai encore un souvenir, si je puis me permettre. Bien sûr. Voilà. Je me rappelle quand j'allais à l'école pour la première fois, il m'a fait apprendre les lettres de l'alphabet toute la nuit. Donc, pour me dire que, après, il me dit, bon, c'est le papa qui doit te donner l'essence de l'école. La maman, elle sera seulement là pour te compléter, mais je dois te prouver, mon enfant, que je dois être présente. Je serai présente affectivement, parce que quand l'enfant a un lien affectif avec son père très poussé, il fait face à beaucoup de troubles, face à beaucoup de combats. Donc c'est ce qui m'a fait tenir dans la société, en fait. Alors, quel était vos rapports avec la maman alors dans ce cas-là, puisque le père avait déjà joué un peu le rôle de la maman, quel était le rôle de la mère et quel était votre rapport avec la maman? Mes rapports aussi avec la mère étaient bien, mais c'est que la maman avait plus un rôle rigueux, voilà. Il y avait de la rigueur et lui, il y avait de la douceur. Donc, il fallait alterner entre les deux pour que les enfants soient équilibrés. Donc, la mère donnait aussi son affection à sa manière, mais vu qu'elle n'était pas assez donc expressive. Elle n'était pas douce, comme on sait que les mamans sont souvent? Oh, oui, bon, on peut dire ainsi. Elle manifestait sa douceur à sa manière, disons. Donc, il y avait les valeurs qu'elle nous inculquait, mais ce n'était pas avec des genre papa poule, voilà. Mais lui, non. Il avait aussi sa manière à lui. Donc, un peu de douceur pour compléter, en fait, voilà, la rigueur, parce qu'il disait que les deux parents ne doivent pas être trop rigides et les deux parents aussi ne doivent pas être trop doux. Il faut trouver l'équilibre. Donc, étant donné que ma mère n'était pas assez expressive, lui, il jouait ce rôle, voilà, oui, parce que ma maman, elle gérait, oui, elle pouvait te donner tout ce que tu veux, mais ça ne s'exprimait pas assez, si je puis me permettre ainsi, voilà. Alors, Cathy, est-ce qu'il arrive que dans le cadre de ton travail, que tu reçoives des papas, justement, qui sont dans ce rôle-là, qui sont ceux qui sont un peu... maman, pardon de dire ça comme ça, des papas qui sont eux, qui sont dans le quotidien des enfants? Oui. Et même en dehors du cadre du travail, je connais, on n'en parle pas assez, hein. Je ne sais pas pourquoi la société n'en parle pas beaucoup, mais il y a des papas qui sont vraiment présents. Bon, dans le milieu professionnel, il m'arrive de travailler dans des écoles. On voit que c'est quand on convoque les parents, c'est le papa qui est là. Quand l'enfant a un problème, c'est le papa qui est là. Le papa dépose les enfants à l'école le matin, il revient les chercher, il vient chercher les bulletins, il s'assure que tout va bien. Parfois, quand des enfants sont malades, c'est des enfants peut-être qui ont une maladie mentale, certains qui fument des chanvres et autres. On voit les papas là. Hein. On voit, oui. Qui sont là, qui ont envie de savoir, qui ont envie de faire quelque chose. Parfois, les papas sont même plus souples que les mères, parce que nous, les femmes, on met souvent les émotions. Mais dans certaines familles, on va trouver que le papa dit qu'il faut être raisonnable, il faut être calme. Il suit des conseils qu'on lui donne. Alors, on dit qu'une femme devient une maman lorsqu'elle tombe enceinte. C'est-à-dire que la fibre là naît quand elle tombe enceinte, elle commence à jouer le rôle de mère. Alors, est-ce qu'il est important d'intégrer ce rôle-là au papa assez tôt aussi quand même? Oui, bon, je ne sais pas si c'est quand on tombe enceinte. Hein. Moi, j'ai accouché très tard, mais mes neveux étaient mes enfants.
Et jusqu'à présent, quelques-uns de mes neveux sont considérés aussi comme mes enfants. Il y a aussi dans des familles des frères, des grands frères qui sont consciencieux. Il faut voir que dans certaines familles, c'est peut-être l'aîné, l'homme, qui est l'espoir de toute la famille. Comment ça se fait? Non seulement quand il y a un problème financier, on l'appelle. Quand un enfant est tué, on l'appelle. Quand quelqu'un tombe malade, on l'appelle. C'est-à-dire, dans beaucoup de familles, il y a ce frère-là, ou cet oncle-là, ou ce cousin qui est toujours en train de résoudre les problèmes de tout le monde. Alors, justement, c'est pas cet aspect-là que je veux. Oui. Je ne veux pas du pourvoyeur, je ne veux pas de l'homme pourvoyeur. Je veux de l'homme qui est là, qui est présent, qui agit chaque jour. Qui est là comme la maman est, c'est-à-dire que dans son cas, qui va se soucier de ce que il faut que l'enfant mange, il faut que l'enfant étudie. C'est de cet homme-là, ce papa-là que je veux. Justement, mais comment le devient-on? On observe ces hommes-là dans des familles très tôt. C'est des garçons qui vont revenir de l'école peut-être tôt, qui vont se rassurer que leurs petits frères ont fait les devoirs, qui vont faire la lessive et ainsi de suite. Quand ils grandissent comme ça, on commence à compter sur eux très tôt. Comme on compte sur les femmes. Hein. Les femmes deviennent maternelles en dehors de l'accouchement. Comment? Parce que dès le bas âge, quand le parent sort, il va dire occupe-toi de tes petits frères. C'est la fille qui sait qu'ils doivent manger, c'est la fille qui sait qu'elle doit les accompagner à l'école, et ainsi de suite. Parfois même, dans certaines familles, quand il y a une grande différence d'âge, les garçons, hein, ils prennent... Parfois, on pensait que, quand on était plus jeune, on pensait que les garçons le font quand il y a une grande différence d'âge entre l'aîné de la famille, qui est garçon, et la fille. Mais parfois, même avec les garçons, il y a une grande différence d'âge. Il devient le papa et la maman de ses cadets. Donc, ça se voit au fur et à mesure que l'enfant grandit. Alors, je voudrais quand même qu'on revienne dessus. Et ma question demeure. Il y a une différence entre s'occuper de son frère et s'occuper de son enfant. Parce qu'au niveau de décision n'est pas le même. C'est-à-dire qu'avec son frère, on sait qu'on s'en occupe, mais que quand des décisions importantes arrivent, ce n'est pas nous qui les prenons parce qu'il y a des parents qui sont là. Maintenant, quand on devient papa, la décision nous incombe directement. Alors, c'est le sens de ma question. À quel moment est-ce que l'homme doit intégrer qu'il est réellement papa, que c'est ma responsabilité, quel que soit ce qui arrive, c'est ma responsabilité. Il n'y a personne d'autre qui viendra pour moi prendre la décision. C'est vrai que quand il a son enfant, hein, quand on a notre enfant, on sait que la responsabilité principale de notre enfant nous revient. Donc, c'est à nous de prendre la décision, quel que soit le cas. Encore que dans certaines familles, les parents veulent souvent s'y mixer, mais nous, les parents consciencieux, savent que dès qu'ils accouchent, la responsabilité leur revient. Bon, il faut aussi dire, parce que c'est important de le souligner, dans certaines familles aussi, les hommes qui ont le rôle de papa et de maman, parfois on les laisse prendre les décisions qui concernent les cadets. Hein. On a souvent observé ça. Par exemple, il faut aller à l'école, il faut mettre l'enfant à l'école. On a appelé le grand frère parce que c'est lui qui connaît mieux l'enfant, c'est lui qui maîtrise ses points forts, ses points faibles et tout ça. Dans quelle école on va le mettre? Quand il faut peut-être envoyer l'enfant à l'étranger, quand il y a une convocation, on donne beaucoup de responsabilités aux aînés, aux enfants responsables, aux garçons responsables. Et ils grandissent, ça les forme. Si bien que même si on se dit, bon, mon petit, c'est quand même mon petit frère, quand il a son propre enfant, il est déjà tellement préparé et puis il continue le travail naturellement. Je pense que c'est pas que les hommes jouent un rôle de maman, c'est pas le hasard. Ça doit partir de l'enfance, de l'environnement dans lequel on a vécu. C'est une habitude. C'est-à-dire, on sait que on a l'habitude de le faire, si bien que le jour où nous-mêmes nous avons notre enfant, on n'a pas de difficulté à reproduire, c'est la continuité, on n'a pas de difficulté à reproduire la même chose. Alors, Corinne, de tes souvenirs d'enfant, est-ce que tu peux nous raconter tes souvenirs d'enfant où la présence de ton père, ce que ton père a fait, tu étais petite, qui t'a marqué, que tu n'as pas réussi à oublier jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous raconter?
Oui, oui. Il y a des choses que je peux vous raconter. Il y a par exemple, quand j'étais... Bon, là, je vais pas aller de quand j'étais petite, hein, ça va aller comme ça vient. Oui, voilà. Donc, je me rappelle quand j'étais à l'université, je suis venue, j'étais en stage. Je suis venue avec un collègue. Et alors, quand j'entrais, lui, il a cru que c'était mon petit ami, mais il n'a rien dit. Donc, il est entré en cuisine, il a commencé à préparer et faire des trucs. Et moi, j'étais assise avec mon collègue. Nous étions en train de causer du travail qu'on nous avait demandé d'effectuer. Alors, je vois bien déposer les plats. Je suis étonnée. Je le tire à côté parce qu'il avait un nom affectueux qu'on aimait l'appeler puisqu'il était Pathé. Donc, on lui dit « Oh, Pathé, c'est comment tu viens préparer ?» Il dit que, mais il y a quoi que tu as sorti tout ton arsenal? Il dit que, mais c'est ton gars. Il dit que, hé, tu as gâté alors, c'est pas mon gars. C'est pas mon gars, c'est mon collègue. Et ça m'avait marqué, ça avait marqué même mon collègue au point où chaque fois que je venais, ton père est là, attends, prends ceci, tu donnes à ton père. Même quand mon père est décédé, paix à son âme, il était venu. Donc, il était venu m'accompagner. Et aussi, quand nous étions petits, il avait cette habitude-là de nous conter des histoires, d'être toujours à nos côtés, d'être présent, même quand j'allais prendre mon bulletin. Il fallait qu'il trouve du temps, même s'il était occupé. Il va trouver du temps pour venir, sans que je ne le sache. Hein. C'est quand j'ai déjà pris compte que ton père est dehors. Mon père est dehors. Qu'est-ce que j'ai dit à mon père d'arriver chez nous? Et chaque fois comme ça, il faisait toujours preuve de présence, même envers mes amis. Pour être mon ami, quand il sentait déjà que tu es mon ami, il devient aussi ton ami. C'est moi qui le grondais que, bon, en tant qu'enfant, j'étais intimidée. Pathé, c'est comment? Est-ce que mes amis... Non, tes amis là, ce sont aussi mes amis. Parce que si tu dérapes, là, je dois voir ça à l'avance. C'est toujours dans le contrôle. Voilà. Mais dans un contrôle avec un peu, affectif. Dans ce contrôle. Exactement. Et comment les gens autour de vous vivaient cette présence affective de votre père? En fait, cette présence... Les gens en pensaient, des voisins, les amis, tout cela. Voilà, comme la dame disait tout à l'heure, que lorsqu'un papa est aimant envers ses enfants, c'est qu'il a été cultivé de cette manière depuis le bas âge. Oui, parce que mon papa, avec les enfants, c'était papa poule en fait. Parce que même avec les voisins, il faisait la même chose que nous. Donc, il savait se sacrifier pour autrui, leur donner à manger. Et les femmes qui avaient accouché et qui n'avaient pas du temps, il leur disait, laissez vos enfants chez moi. Le jour où j'ai du temps, je fais le biberon, je fais tout, vous laissez tout avec les couches, tout. Vous allez retrouver, il te remet seulement ton bébé en soirée. Madame va avec. Donc, c'est comme ça que nous avons été dans cet environnement d'amour, oui. Ce qui a fait que nous tous, même nous aimons les enfants de manière naturelle. Donc, je peux me retrouver avec l'enfant de quelqu'un que je ne connais pas. Mais si on ne te dit pas que ce n'est pas le mien, tu ne croiras pas. Très bien. Alors, Cathy, qu'est-ce que tu dis des gens qui disent que les papas ne peuvent pas efficacement élever les enfants, que c'est la responsabilité des mamans? Que généralement les enfants qui grandissent avec les papas, c'est jamais ça. Qu'est-ce que tu en penses? Non. Moi, je pense que c'est faux. Parce que moi-même, j'ai grandi avec mon père. J'ai passé plus de temps avec mon père quand il était vivant qu'avec ma mère. Et puis, j'ai eu de très, très bons rapports avec mon père. Et on a connu beaucoup de difficultés. J'ai tenu parce que mon père m'avait préparé à beaucoup de choses. Donc, les pères peuvent aussi jouer un rôle très important dans la vie de leurs enfants. Hein. Je ne sais pas qui a dit aux gens que le père et sa famille, c'est des méchants. La mère et sa famille, c'est des bons. Paternels, oui. Les oncles paternels et tout ça. Et les pauvres. Alors que nous aussi, nous sommes oncles et tantes paternels quelque part. Hein. Mais quand on parle de la famille paternelle, c'est toujours très mauvais, c'est toujours très grave, c'est des gens qui ne sont pas bons, qui sont sans cœur. Tout ça, on vit dans un monde méchant. Il y a les bons et les méchants. On peut trouver les gens dans la famille du père qui sont bons et les gens de la famille de la mère qui sont bons et vice-versa. Donc, les parents, les papas
peuvent bien élever leurs enfants. Il y a des familles dans lesquelles on trouve que les enfants ne jurent que par leur père. Hein. Oui, absolument. Oui, par leur père. La maman est là, mais bon, mais parfois la maman n'est pas là. Mais les enfants ne jurent que par leur père. Et ils sont nombreux. Mais bon, le rôle du père, je ne sais pas par quel miracle il est devenu. C'est aussi que les femmes, quand elles ont des problèmes avec leurs hommes, maris, leurs hommes, elles confondent tout. Un mauvais mari n'est pas forcément un mauvais père. Hein? Oui. Oui. Les problèmes qu'on peut avoir à deux, on peut se tirer dessus, mais chacun cherche à protéger l'enfant. Donc, les mamans ont tendance à confondre. Quand le père ne s'entend pas avec le père, elle montre aux enfants que votre père est méchant. Comme il m'a fait comme ça, c'est qu'il est méchant. S'il ne fait pas comme ça, c'est qu'il ne vous aime pas. Voilà. C'est les femmes qui ont amené ça, les femmes et leurs amis et leurs familles. Donc, on se retrouve comme ça, on arrive dans certaines familles, on voit la mère, la bonne, la parfaite, d'un côté, le papa, le méchant de l'autre. Il y a aussi autre chose, c'est que comme les pères, les papas sont un peu plus durs, on a besoin des hommes dans les familles. Hein. Les mamans font souvent cette erreur. Oh, il est trop dur, oh, il gronde les enfants. Oh. S'il n'y a pas quelqu'un qui durcit le temps dans une famille... Très dur. Très dur, parce que quand les enfants commencent à grandir, on n'arrive plus à les maîtriser. Oh, c'est les papas qui sont les hommes, les personnes qui viennent taper le poing sur la table. C'est-à-dire, quand ça ne va pas, le père va taper, il va punir, il va parier. Alors que la mère peut être un peu laxiste. Comment on interprète le rôle de père? Là, cette sévérité-là, beaucoup de gens disent que c'est la méchanceté. Jusqu'au jour où les enfants tournent mal, et on commence à regretter en se disant que si on avait laissé le papa le discipliner, il ne serait peut-être pas à ce niveau. Je ne dis pas que les papas doivent être des tyrans, mais leur manière de faire, leur rigueur a sa place dans la famille. Absolument. Oui. Alors, mesdames, on va marquer une première pause. On a permis à quelques téléspectateurs de laisser un message à leur père, à leur papa. On les écoute et on revient juste derrière. The 15th edition of Widows Day. Coucou d'abord à tous les papas d'amour, parce qu'il y a des vrais papas et des mauvais papas. Mais les mauvais papas là, il faut changer. Parce qu'après vous allez dire qu'on fait seulement la fête des mères, on ne vous intéresse, on ne s'intéresse pas à vous. Pourquoi on ne s'intéresse pas à vous? Parce que vous faites des enfants et vous abandonnez, vous ne prenez pas en charge. Mon père, d'où tu es là, tu connais. Même aujourd'hui, tu m'appelles chaque jour pour que je vienne t'aider. Pourtant, tu n'as même pris soin de moi. Le père de ma fille qui est à la maison, lui-même, il connaît. Donc, il faut changer. Prenez soin de vos enfants pour qu'on pense toujours à vous. Et on fait aussi des petits cadeaux comme on fait au moment. J'envoie le message à mon papa, oui, que je l'adore et qu'il a fait du bon boulot. Je l'adore tellement, je l'aime. Et que c'est le meilleur papa au monde. Oui, ça je le dis avec mon cœur. Hein. Pour que le Seigneur lui comble, ça l'ajoute beaucoup d'argent, beaucoup de choses. Et que le Seigneur ajoute encore beaucoup de jours sur terre pour que je puisse l'enterrer. Ce n'est pas que lui doit m'enterrer. À mon papa Nana Jules Robert, que Dieu lui prête longue vie, que Dieu lui donne la santé afin qu'il puisse mieux s'occuper de nous. De retour sur ce plateau, si vous nous rejoignez seulement maintenant, bienvenue. Ce soir, nous rendons hommage au père, ce statut un peu ingrat, c'est-à-dire que on pense toujours que le papa, c'est celui qui fait tout ce qui est mal, alors qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont formidables. Alors, mesdames, vous allez me dire, vous avez écouté toutes les interventions. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Quelle est la réaction qui vous a le plus marqué parmi celles qui ont parlé? La réaction qui m'a le plus marqué, c'est celle qui a dit que son papa était le meilleur des papas. Donc, ça m'a parlé aussi. Donc, celle qui a dit je l'aime de tout le monde. Voilà, oui, exactement. Oui, je pense qu'elles m'ont toutes impressionnée parce que quand elles parlent, on sent l'amour de père. Bon, la première, apparemment, le papa ne s'en est pas occupé.
Mais c'est comme si, bon, il est quand même là. Mais il y a une qui a même prononcé le nom de son père, oui. Donc c'est touchant, parce que ceux qui la connaissent, ou bien ceux qui vont sur l'émission, ou bien qui vont la reconnaître là, et si son père vit encore, forcément ils le lui diront et ça va lui faire plaisir. Absolument. Les papas ont besoin qu'on leur dise qu'ils ne sont pas méchants. Ils ne sont pas des figurants. Pour moi, c'est ça qui est important. Oui, oui. Parce qu'on a l'impression, nous les femmes, enfin, c'est nous, vous l'avez très bien dit, c'est nous les femmes qui donnons l'impression à nos enfants qu'on peut faire sans leur père. Alors qu'un enfant a besoin d'équilibre. Et son équilibre réside dans ses deux parents. Tout à fait. Et à la présence effective de ses deux parents. Le papa ne doit pas seulement être celui qu'on voit comme un donneur. C'est-à-dire que l'enfant est malade et envoie l'argent. C'est un peu comme ça que nous les femmes c'est la perception qu'on donne à nos enfants de leur père. Alors, est-ce que tu comprends ces pères qui abandonnent les enfants? Parce qu'il y en a beaucoup qui abandonnent pour une raison ou pour une autre. Je ne veux pas qu'on rentre dans les raisons, elles sont multiples. Mais quelles qu'elles soient, est-ce que tu comprends quand même qu'un père puisse abandonner son enfant? Non, je pense que c'est pas normal. C'est pas normal. Beaucoup d'hommes ont le réflexe de se retirer, c'est-à-dire quand ils ne sont pas officiellement mariés, hein, et il y a certains mariés qui sont irresponsables aussi, mais quand ils ne sont pas officiellement mariés, quand la fille est enceinte, ils ont le réflexe de se retirer, de dire ce n'est pas mon enfant, je ne le reconnais pas, je n'ai pas besoin d'enfant, et ainsi de suite. Ça, c'est méchant, parce qu'il y a déjà ce sentiment de rejet-là, cette humiliation, parce que quand on est avec quelqu'un, on lui est resté fidèle, et on a fait beaucoup de choses ensemble. Et le jour où on est enceinte, la personne décide que elle ne voulait pas d'enfant. Et il peut même dire qu'il ne veut pas d'enfant, mais beaucoup disent que ce n'est pas mon enfant. Là, c'est catastrophique. Donc, ça veut dire qu'on remet même comment on appelle ça? Oui, c'est insultant. Si quelqu'un ne veut pas, il ne veut pas d'enfant, il ne veut pas d'enfant, mais il ne faut pas insulter, l'autre. Parce que des femmes sérieuses n'acceptent pas ça. Le rejet, là, déjà, c'est mauvais. On nous a rejetés, on a rejeté l'enfant. C'est mauvais. Et qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que tu dis des femmes qui utilisent un enfant comme objet du chantage? C'est ce qui arrive maintenant, beaucoup maintenant, que quand il y a généralement des familles monoparentales, beaucoup de mères célibataires, des fois elles sont même la cause pour laquelle les parents s'éloignent. Alors qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as à leur dire? Là aussi c'est dangereux, parce qu'effectivement on voit beaucoup de mères célibataires qui font du chantage et après elles montent les enfants contre leur père. Si ce dernier est marié, encore plus grave, c'est elles qui pourrissent la vie de couple de papa de leurs enfants. Oui, moi je trouve que ça ne sert à rien de le faire. C'est-à-dire, on va passer le temps à bagarrer, à trimballer une relation derrière nous comme un boulet. Et puis je voudrais dire à ces femmes-là, une maman m'avait dit un jour que quand on forme un bandit, il finit par nous tuer. Donc l'enfant qu'on monte, l'enfant qu'on utilise comme un objet de chantage, qu'est-ce que ça fait dans sa tête? Les enfants voient, hein, ils entendent. On dit souvent au quartier que les enfants sont des psychologues. Après, lui-même va commencer à faire le chantage à ses parents, à son père et à sa mère. Parfois, ces femmes-là finissent par avoir des problèmes avec leurs propres enfants. Parce que l'enfant était habitué que sa mère l'utilise. En les utilisant, ça crée même un problème d'éducation. Parce que si le père dit oui, la mère dit non. Si le père dit non, la mère dit oui. Et l'enfant qui regarde tout ça, s'il est un mauvais enfant, et s'il commence à refuser de la discipline, c'est par là qu'il va passer pour redevenir bandit. Ils sont manipulateurs, oui. Ils surfent là-dessus. Oui. Sauf sur le fait qu'aujourd'hui, si le maman dit non, je sais que je vais partir chez papa, il va Voilà. Il va donc commencer à cogner leur tête véritablement et à se placer au milieu d'eux ou quelque part à les observer. Et beaucoup d'enfants ont raté leur vie comme ça. Parce que la maman qui monte le père, qui refuse même l'autorité du père, et qui montre parfois, pour flatter l'enfant, hein, on ne va pas le discipliner. Parce que si on le discipline, il peut dire qu'il part chez le père. On le laisse tout faire. Et quand ça le dépasse, ça la dépasse, qu'est-ce qu'elle fait? C'est elle qui a formé le bandit. Elle est obligée de souffrir. Et on voit même
elle pousse le bouchon loin souvent. Quand l'enfant commence à être rebelle, quand il commence à mal tourner, c'est là où elle commence à lui dire, je vais t'envoyer chez ton père. Oui, absolument. Et quand le père dit, je n'en veux plus, garde-le, on dit que le père est méchant. Donc, les papas qui abandonnent les enfants, il faut savoir pourquoi est-ce qu'ils ont abandonné leurs enfants. Certains se battent, même jusqu'au tribunal, pour récupérer leurs enfants. Et certains aussi, ce que j'ai vu, c'est arrivé, je l'ai déjà vécu plusieurs fois. Il y a des papas qui sont des papas comme des objets, des tiroirs caisses, comme mon père disait. On a besoin de quelque chose, tu as dit les papas pourvoyeurs, oui. Mais ils n'ont pas accès à l'enfant, ils ne doivent pas aller à l'école, ils n'ont pas les bulletins, ils n'ont pas l'acte. Exactement. Et qu'est-ce que ça fait dans la tête de l'enfant? L'enfant sait que, voilà, il sait qu'il va aller, il peut suivre quelqu'un par intérêt. La preuve, c'est comme ça qu'il a suivi son père. L'enfant peut reproduire ça auprès de son conjoint ou de sa femme. Que quand il a besoin de quelque chose, il sait ce qu'il doit faire. Parce qu'en l'éduquant, c'est cette mentalité, il risque de grandir avec cette mentalité et que ça lui crée des problèmes à l'âge adulte. Donc nous devons faire attention aux actes que nous posons. Ne pas confondre nos problèmes personnels. Les femmes, même il y a des hommes aussi qui le font, mais les femmes tombent très facilement dans ce piège. Ne confondons pas les problèmes personnels que nous avons eus avec les papas de nos enfants, avec nos amis, nos maris, aux relations que ces derniers ont avec leurs enfants. Alors, toi, la jeune femme que tu es devenue, quel est l'impact de la présence de ton père dans ta vie aujourd'hui? Quand tu restes, qu'est-ce qui te fait penser à ton père? Un trait de caractère, une façon d'être, des habitudes? Qu'est-ce que ton père a laissé en toi qui aujourd'hui te sert? D'accord. Ce que mon père a laissé en moi, de façon globale, mon papa m'a laissé l'altruisme parce que de lui, j'ai grandi envers les autres. Il tendait l'amour pour les enfants, l'amour storge. Oui, l'amour pour les enfants, il me l'a laissé comme souvenir. Il m'a laissé l'endurance parce que l'endurance et la patience, prendre sur moi. Et il m'a aussi fait comprendre jusqu'à maintenant. Donc j'ai des souvenirs qui me permettent de tenir, parce que je sais qu'il aurait bien aimé que je fasse comme tel. Donc il m'a donné une force mentale. Donc mentalement, il a beaucoup joué. Oui, il a beaucoup joué dans mon état d'esprit, dans ma façon de voir la vie. Je prends la vie du bon côté des choses. Voilà, j'évite de regarder autrui avec un autre regard que ce que je ne vois pas. Je prends patience à tout ce que je traverse et à tout ce que je vis. Je suis devenue plus optimiste, voilà, en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes bien élevé? Oui. Votre père vous a bien élevé? Oui, dans le sens général, je m'en vante même, oui, si c'est pour ça, oui. Parce que dans le sens des valeurs, non. Dans le sens de la rigueur aussi, voilà. Et dans le sens même de la ponctualité en général, oui. Alors, est-ce que dans votre quotidien, vous ne cherchez pas votre père au travers des hommes, de tout ce que des gens que vous côtoyez? Parce que c'est ça le problème. Quand on prend notre père pour modèle, on a tendance à le chercher partout. En des hommes surtout, pour ce qui est le cas de la femme. Généralement, les hommes, ils cherchent des femmes qui ressemblent à leur mère. Et les femmes, elles, déjà, il y a le complexe de Oedipe qui n'aide pas. En plus du complexe, si le père a été présent, on a tendance à chercher notre père partout. Est-ce que ce n'est pas votre cas? C'est mon cas. C'est mon cas. Je le dis à haute intelligible, c'est mon cas. Voilà pourquoi j'ai repoussé ce genre de choses. Parce que quand je ne voyais pas un trait que mon père a, voilà, je dis, celui-là, on va aller où? Donc, avant que je prenne du recul et dire, mais non, c'est pas ton père, il faut apprendre à faire la différence. Mais ça a eu un impact. Donc, je le voyais dans mon futur mari. Il doit être comme mon père. Mon père est aussi rigoureux, mais il savait faire la part des choses. Rigoureux, mais présent. Rigoureux, mais à l'écoute. Voilà. Rigoureux mais patient. Donc il savait voir le danger.
parce qu'il avait déjà établi la base, c'est-à-dire l'équilibre entre la rigueur et la douceur. Oui. Et il a fait plus passer la douceur que la rigueur. Donc, je veux un bon père d'enfant aussi. Donc, quand je suis en face de quelqu'un, je regarde les atouts, je regarde les attitudes. Je dis, attends, si je ne vois pas un trait caractériel de mon père, si là, non, ça va venir causer peut-être les futures blessures de l'âme à mon enfant. Donc, voilà, quand je ne voyais pas, je prenais du recul. Est-ce que il vous est arrivé de perdre un petit copain, un ami, parce qu'il n'avait pas des caractères essentiels de votre père? Vous vous séparez d'un ami, d'un petit copain ou je ne sais pas, d'un amoureux? Non, pas parce qu'il n'avait pas, mais parce que je ne retrouvais pas l'amour que, voilà, je confondais amour storge et amour Eros. Donc, oui. Voilà, donc je mélangeais les deux. Donc, je voulais quelqu'un qui me prend comme parent, tout ça, même dans le site. Après, quand tu réalises que c'est... Non, maintenant, la personne n'est plus là. Donc, voilà. Elle est trop exigeante. Il faut être, voilà, parent en même temps, voilà. Alors, Cathy, je veux demander, est-ce que pour un père, il est facile un père qui travaille, parce qu'on va leur dire, ils ne sont pas présents, on va leur dire, est-ce que c'est facile pour un homme d'allier le travail et je veux dire, et ses responsabilités en tant que père? C'est pas facile, hein, même pour les femmes, c'est pas facile. En fonction du travail qu'on fait, si on est directeur général d'une grande structure, avec tout ce que ça comporte, il faut dire que ce ne sera pas facile qu'on soit présent au travail, qu'on réponde à tout ce qu'on nous demande sur le plan professionnel et en même temps être à la maison. Mais des parents, des pères qui aiment leurs enfants réussissent toujours à trouver du temps. Ça, on en a vu. Il y en a, quand on observe, il faut aller dans les supermarchés pendant le week-end. Vous allez voir beaucoup d'enfants avec leur père. Voilà les pères qui rachètent du temps. Il est arrivé dans le milieu hospitalier de voir des papas qui essayent de regarder dans leur programme et dire mon programme est très chargé, je ne serai pas là à telle période, et il réussit à trouver un temps pour amener son enfant à l'hôpital. Certains réussissent aussi, malgré leurs occupations, à aller à l'école de leurs enfants. Ils réussissent même aussi à prendre un congé, même de quelques jours, pour passer du temps avec les enfants. Il y a un papa qui est très occupé, qui a un poste de responsabilité dans une grande société. Il m'a dit que pour se rappeler pour ses enfants, ce qu'il fait, c'est que tous les soirs, quand il rentre, même quand il est fatigué, il demande à ses enfants, tout petits, hein, comment ils vont passer leur journée. Ils ont beaucoup de choses à dire. Chaque jour, oui. Chaque jour, il fait ça. Et ça va s'approcher finalement de ses enfants. Donc, c'est pas facile, mais quand on est conscient de son rôle, on connaît l'importance du fait qu'on soit papa. Là, on fait des efforts. Et bravo à tous les papas. Beaucoup, ceux qui vont regarder cette émission, qui vont me voir, savent que je parle d'eux. Bravo à eux. Alors, mesdames, nous allons marquer une deuxième pause, parce qu'un papa cache souvent un mari. Nous vous proposons un reportage sur cette dame qui a perdu le sien et qui fait face à beaucoup de difficultés. Ça, c'est rendre hommage aussi aux veuves dont on a célébré la journée il n'y a pas longtemps. On écoute et on revient juste derrière. The 15th edition of Widows' Day in Cameroon themed Amplifying the Voice of Widows for Peace and Development, a responsibility for families and communities, shines a spotlight on the harsh realities widows face nationwide. Take Ngobila Aisi Elate, a widow who has endured not only profound loneliness and psychological pain, but also social stigma and discrimination.
After her husband's death, she lost the respect and protection once granted by her marital status, becoming vulnerable to insults, blackmail, and social isolation, even from her own son and relatives. C'était déjà trop grave. J'ai dit, quand mon mari meurt, je suis hospitalisée. It was already very serious when my husband died. I was hospitalized, and after a week, my son told me the news. Then they organized the funeral. After that, my older sister called me and said there was the body viewing. I told her I was lying in the hospital bed and wouldn't know how to get to the viewing. I told her my husband was already dead and I was still alive. When I left the hospital, my son took my bag, took the house papers, my marriage certificate. He took everything. I asked him to give me back my things, but he did not understand. Trouver les veuves. Bon, parfois, elles ont souvent peur parce que quand elles viennent dire des choses, les belles sœurs, attendent, mais je crois que quand même, si il y en a qui peuvent témoigner. Je suis restée, je n'avais pas la force de me lever pour... Il est parti avec. Furthermore, she has confronted numerous challenges, including disputes with her son over inheritance, who denies her any assistance, leaving her destitute and at risk of exploitation. Fortunately, her daughter has stepped in, providing shelter and food, offering a vital lifeline amid hardship. Que j'étais malade chez lui, sa femme commence que ma fille doit envoyer la contribution du loyer. La contribution du loyer, toi tu as loué chez moi. When I was sick at his place, his wife started asking my daughter for money as a contribution to the rent. Whereas when I was at my home, she lived with me without any problem. It got to the point where he could drop me off and away. After that, my daughter was forced to rent a modest room for me in Yaoundé and buy me food online, which was then brought to me. Before that, I had to stay at a cousin's place. My son went to talk to him and he even started locking me out of my bedroom. That's how my daughter ended up renting the room for me. Le cousin aussi m'a mis à commencer que le soir, à l'heure où je dois aller me coucher, sa soeur venait fermer ma chambre. Si elle ferme ma chambre, ça veut dire que je dois partir. C'est là que ma fille a loué la chambre moderne là. Je suis partie habiter là-bas parce que son frère ne pouvait plus me supporter. Many widows like Ngobila struggle to support their families, with some resorting to illicit activities or early marriages for their children as desperate survival strategies. Although the government offers psychosocial support and capacity building programs, weak enforcement of protective laws and overriding traditional customs often leave widows unprotected. Widows' Day thus serves as a powerful call to action for families, communities, and policymakers alike to acknowledge widows' struggles, uphold their rights, restore their dignity, and empower them economically and socially. Only by doing so can Cameroon foster peace and sustainable development for all its citizens. Jingle. DJ Jingle. Bienvenue sur STV, vous regardez Entre Copines. Ce soir, nous rendons hommage aux pères. Ça ne nous arrive pas souvent, nous les femmes, de reconnaître la valeur des papas dans la vie de nos enfants et dans notre propre vie aussi, parce que il faut dire qu'on n'est pas né femme, mais on est né aussi des pères. Alors, Cathy, on a regardé ce reportage, merci Christelle Assex pour cet élément,
qui parle des veuves, on reviendra dessus. Je voudrais quand même que de façon sommaire, vous nous disiez, les veuves passent par beaucoup de traumas, hein, de malheurs. Hein. Oui, c'est très éprouvant d'être veuve, parce que c'est pas pour rien que les chrétiens le savent. Hein. La Bible dit que Dieu prend soin des veuves et des orphelins de père, parce que quand on perd déjà son mari, on se sent diminué. On est vulnérable. Et peut-être qu'on peut commencer à se sous-estimer. On se sent vidé et on est encerclé par beaucoup de gens, des bonnes et des mauvaises personnes. Donc, tout peut arriver si on n'est pas bien encadré. Donc, le reportage, en tant que spécialiste, je ne peux pas dire certaines choses sans connaître le fond. Non, je ne vous le demande pas, je voulais juste un mot pour les veuves. On fera une émission spéciale pour les veuves. Je voulais juste qu'on se rappelle, parce que la journée de la veuve est passée il y a quelques jours, je voulais juste qu'on en parle en passant. Donc on entrera dans le détail quand on fera l'émission sur les veuves. Oui. Donc je dirais tout simplement qu'elles traversent souvent des moments extrêmement difficiles, parce que parfois tout leur tombe sur la tête subitement. Même si on a eu affaire à un mari qui a été très malade, le jour où il meurt, même quand il meurt, il est mort. Hein. Là, la réalité nous revient en face. Oui. Quand quelqu'un est malade, même s'il n'arrive plus à parler, il est vivant. Il est encore là. Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent ne pas se passer. Mais une fois qu'il est parti, on comprend que là, il faut affronter beaucoup de situations tout seul. Aurine, tu m'as dit que ton père était plus de ce monde? Oui, il n'est plus de ce monde. Et ta mère est là? Oui, ma mère est vivante. Elle est vivante. J'espère qu'elle ne subit pas aussi son veuvage ne fait pas qu'elle subisse des choses. J'espère que ça va bien, son veuvage. Non, par la grâce de Dieu, son veuvage, ça va. Donc, moi, je dirais que les veuves souffrent. Et c'est vrai. Mais tout dépend aussi de, comment on dit, un devoir bien fait commence par l'introduction. Oui. Et donc, tout dépend aussi des bases que le couple avait, la complicité qu'ils se sont donnés, les canevas qu'ils ont établis pour que, même si la famille ou les belles familles, je ne sais pas qui veut faire souffrir la femme pendant le veuvage, que ces règles qu'ils avaient établies sous-tendent ou viennent diminuer certaines souffrances. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que ça a été le cas de ma mère. L'impact n'a pas été assez négatif parce que la complicité avec le père. Donc on parle toujours du père. Absolument, oui, c'est pour ça que je père reste dessus. A joué d'abord son rôle. Donc il a établi les règles, c'est-à-dire qu'il a mis sa femme en sécurité. Exactement. Et nous-mêmes mentalement, il a établi les règles. Si je venais à quitter ce monde, voilà. Oui. Très bien. Force à vous, nos mamans qui ont perdu leurs époux. Alors, Cathy, est-ce qu'il y a toujours des avantages? Il y a des avantages à être élevé par son père, il y a des avantages pour un enfant à vivre avec son père, à être élevé à son père, à être impacté par la présence de son père. Est-ce qu'il y a des avantages à cela? Oui, il y a beaucoup d'avantages. Bon, quand on est élevé par des parents qui sont responsables, c'est vraiment avantageux. Donc, si on a été élevé par un père qui est responsable, il y a beaucoup d'avantages. Moi, qui ai passé plus de temps avec mon père, il m'a laissé beaucoup de courage. Oui, parce que je voyais, mon père, c'était quelqu'un qui fonçait, qui travaillait beaucoup, qui ne baissait pas les bras. Elle a dit tout à l'heure que son père lui a appris la patience. Moi, mon père m'a aussi appris la patience, l'endurance, la persévérance. Et ça fait que j'ai vu mon père sur son lit quand il était en train de mourir. À quelques heures de sa mort, il disait que si je me lève d'ici, je vais faire... Il avait des projets bien tracés. Donc, ça aide, ça forge le moral de l'enfant. Donc, on reproduit très facilement ce que nos papas nous donnent. C'est l'occasion ici de dire aux parents que l'éducation de nos enfants ne passe pas toujours par des valeurs qu'on essaie de leur inculquer, des punitions et ainsi de suite. Ça passe aussi par notre conduite parce que les enfants ont tendance à faire
à imiter ce que nous faisons, à reproduire ce que les parents font. Donc, ce que nous faisons, nos enfants auront tendance à le reproduire. Donc, il faut voir des enfants qui ont été élevés par leur père, les filles. Elles ont un peu le caractère des hommes. Hein. On va voir qu'elles ont un peu le caractère des hommes, c'est parfois des durs. Ou alors, elles peuvent être des personnes très tendres parce que les papas leur ont apporté, et beaucoup de douceur. Donc, ça, c'est avantageux. Si on a eu un bon père. Maintenant, si on a un père qui était bandit, oui, forcément, ça va avoir de l'effet sur nous. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'avait amusée, mais c'était une triste histoire. Un jour, quand il y avait encore les cyber, j'étais dans un cyber, et un gars était en train de raconter ces histoires de famille. Et quelqu'un l'appelle au téléphone. Il dit, c'est mon frère. Et il répond, c'est la réponse qui m'a marqué. Il dit, oui, tu m'appelles pourquoi? Oui, il est mort. Mais quand enterre-le, quand j'ai aussi mes cadavres, est-ce que je t'appelle souvent? Donc, c'est son demi-frère qui l'appelait parce que son frère, son frère, son frère, même père, même mère, et venait de subir la vindicte populaire. Les deux étaient des bandits. Et le gars a commencé à expliquer que leur père était un bandit. Donc, certains enfants l'ont suivi dans le banditisme. Le banditisme, quand on tue les enfants, ils subissent la vindicte populaire. Hein. Donc, leur père était comme ça. Et il a expliqué comment leur père partait voler, tout. Les enfants ont copié ça parce qu'ils ont grandi dans cet environnement. Oui. Et qu'ils ont trouvé que c'est le modèle qui est... Ils ont trouvé que c'est le modèle. Et puis, on va voir que l'autre qui dit que quand j'ai souvent mes cadavres, qu'est-ce que je t'appelle? Voilà, enterre-le. Parce que forcément, il l'a appelé parce qu'il s'est dit que bon, ils sont quand même d'un même père, même. Et le bandit a réussi à avoir plusieurs femmes. Les femmes aiment les hommes mystérieux et bandits. Incroyable. Alors, Cathy, je vais te poser, le temps nous tient à la gorge. Il y a des papas qui n'ont pas été présents en tant que pères. Mais aujourd'hui, quand leurs enfants ont des enfants, ils deviennent plus présents. Est-ce que explique-moi cela. Oui, les petits-enfants sont attrayants, ils sont attirants. Les grands-parents aiment beaucoup leurs petits-enfants. Parfois, ils rattrapent leurs erreurs à travers les petits-enfants. Et puis, ils aiment aussi les petits-enfants parce qu'ils n'ont pas leur responsabilité directe. C'est-à-dire, quand on a la responsabilité directe de l'enfant, parfois on a peur. Si je fais comme ça, si je ne fais pas. Mais quand on n'a pas la responsabilité directe, l'enfant vient là, s'il tombe, sa mère est là. S'il fait telle chose, son père est là, et ainsi de suite. Mais le petit enfant est intéressant. Oui. Les grands-parents les aiment beaucoup. Donc, comme je disais, certains essaient de rattraper les erreurs. Hein. Oui, j'ai peut-être été très dur envers mes enfants. Ou pas présent. Avec le recul, avec l'âge, je me dis, j'aurais pu faire telle chose ou telle autre. Bon, comme mon petit-fils est là, ou ma petite-fille, pourquoi ne pas se rattraper? Je pense que les petits-fils aiment aussi les grands-parents parce que pour eux, c'est un mystère de voir le père de leur parent. Oui. Parce qu'ils se disent, donc mon père a aussi un père. Oui. Donc ma mère a aussi un père. Donc c'est un peu ça qui fait le charme de... Et la souplesse des grands-parents. Oui, absolument. Oui. Alors, il y a des inconvénients à avoir un père. Je suis sûre que tu as donné des inconvénients d'avoir l'influence, ce grand impact du père. Est-ce qu'il y a beaucoup d'exigences? Est-ce que tu es une jeune femme exigeante? Est-ce que tu es une jeune femme, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quand même un inconvénient à l'éducation que ton père t'a donnée? Oui. Je suis très exigeante, comme vous l'avez dit tantôt. Très. Parce que lui-même, il était quelqu'un de... Voilà. Mais je conseillerais à tous parents, même ceux qui ont envie de vouloir abandonner l'enfant, de penser que abandonner l'enfant ferait en sorte que l'enfant garde des blessures de l'âme et devienne quelqu'un de moins meilleur. Voilà. Chaque parent, quand il donne naissance, son rôle, son rêve, c'est que l'enfant dépasse ce que lui il a fait. Alors si un parent a ce désir-là, même si la mère fait des problèmes, même si il y a un inconvénient quelconque, il doit se saisir
de ce que lui, il a le rôle de faire aussi son enfant être quelqu'un demain un jour. Donc, en complicité avec la mère, moi je dis que les deux parents jouent un grand rôle. Mais seulement l'impact que mon père a causé dans ma vie, je suis exigeante, mais je suis très avenante, très ouverte d'esprit. Exigeante plus envers moi-même, voilà, qu'envers les autres. Voilà. Alors, si ton père était là aujourd'hui, on a terminé, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais merci d'avoir fait de moi la femme que je suis, parce que c'est à cause de sa ténacité que j'ai tenu face à ma situation de handicap et à tout ce qui m'est tombé. Je voudrais que tu parles en 2 minutes de ton handicap. Il n'est pas flagrant. Il faut être à côté pour le voir. En 2 secondes, je te permets de parler de ton handicap. Qu'est-ce que tu as comme handicap? Tu es malvoyante, c'est bien cela? Oui, je suis malvoyante à 95%, si je peux dire comme ça. Oui. Parce que je ne vois pas d'un œil et je vois avec l'autre œil moins de 50%. Alors, mais tu es autonome? Oui, je suis autonome. Et les gens quotidiens, les gens que tu côtoies, ils savent, ils s'en rendent compte rapidement, ou bien il faut que tu leur dises? Ils s'en rendent compte. Ils s'en rendent compte parce que maintenant, là, j'arbore une prothèse. Okay. Avant, je ne l'avais pas, donc c'était flagrant. L'œil d'avant, ça se voyait que ça ne voit pas, c'était bizarre. Donc, quand on l'a retiré, ça fait plus beau, plus flagrant. Oui. Moins flagrant, voilà. Mais avant, ça se voyait à distance. Tu savais que j'avais mal aux yeux et j'ai mal vécu ça. Mais depuis que, voilà, j'ai arboré la prothèse, je suis comme redevenue nouvelle. On en reparlera dans d'autres circonstances. Et je dis merci à ton père pour ce qu'il a fait, pour la femme forte, courageuse et intelligente qu'il a fait de vous. Merci. Alors, Cathy, est-ce que tu as un mot à dire aux mamans qui veulent priver leurs enfants de la présence de leur père? Ben, je dirais que l'enfant a besoin de son père et de sa mère. Donc, que les mamans ne pensent pas qu'elles sont des super mamans, que les pères n'en valent pas la peine, qu'on laisse les enfants aller vers leur père. C'est-à-dire, ne confondons pas des problèmes que nous avons avec nos conjoints, avec nos copains, avec nos ex. Ne confondons pas. Réglons nos problèmes d'adultes et laissons les papas avoir de bonnes relations avec leurs enfants. Maintenant, s'ils n'en ont pas besoin, ça les regarde. Ils vont régler avec leurs enfants. Mais nous ne soyons pas la cause de la rupture, parce que c'est nous qui créons souvent la rupture et c'est nous qui sommes les premiers à pleurer. Très bien. Mesdames, merci d'avoir été là ce soir. Merci je suis contente de vous avoir eu et de votre témoignage. Je crois que les gens vont s'inspirer de vous. Merci Cathy pour ta disponibilité. Tu as toujours été là quand il faut. Alors moi, je veux parler aux mères célibataires. J'en suis une et je sais ce que les mères célibataires savent faire. Nos enfants, on les utilise comme des objets de chantage. C'est-à-dire qu'on dit au gars que si tu fais ça, tu vas plus voir ton enfant. Allez, arrêtez ça. L'équilibre de nos enfants réside dans la relation qu'il a avec aussi bien sa mère que son père. Laissez le papa de vos enfants jouer pleinement son rôle. Quand il s'agit d'envoyer vos enfants chez leur père, laissez-les là-bas. Ils n'en mourront pas. Laissez-les chez leur père, il ne les mangera pas. Laissez les papas jouer leur rôle. Ceux qui veulent, hein, parce qu'il y en a qui n'en veulent pas. Si un père veut jouer son rôle en tant que père dans la vie de votre enfant, permettez-le lui. Parce que l'enfant sera plus équilibré. L'enfant sera plus heureux. Regardez quand ils rentrent chez leurs parents, comment ils sont contents. Comment ils ont plein d'histoires à raconter. Laissez-les partir. Accompagnez-les avec la prière, parce que tout compte fait, il faut prier beaucoup pour vos enfants, ça va les protéger de bien de maux. Merci d'avoir été là ce soir encore. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine si Dieu le veut. Au revoir.